Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau format d'InPower, Enquête. Chaque mois, on va décortiquer un sujet de société à l'aide d'experts et d'expertes pour nous permettre de mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Je suis ravie de vous présenter cette première série autour du sujet La fabrique de la violence, ou comment nos représentations culturelles façonnent notre rapport à l'amour. Depuis des siècles, la domination masculine s'est construite à travers des récits, des mythes et des images qui ont conditionné notre rapport au corps, au désir et au consentement. Des sorcières brûlées sur le bûcher parce qu'elles sortaient des cadres établis, aux actrices hypersexualisées et réduites au silence dans l'industrie du cinéma, l'histoire nous montre comment la violence a non seulement été permise, mais normalisée à travers les représentations culturelles. En fait, les imaginaires conditionnent nos rapports de pouvoir et influencent notre tolérance collective face aux violences sexistes et sexuelles. Et dans cette enquête, nous allons démontrer et démonter les rouages de la violence à travers 4 épisodes. D'abord, avec l'actrice Judith Godrèche, nous mettrons en lumière les violences systémiques et l'omerta qui les entoure à travers son témoignage et son engagement. Ensuite, on recevra l'autrice Chloé Thibault, avec qui nous explorerons comment la pop culture façonne nos perceptions et contribue à la banalisation des violences sexistes. Puis avec la réalisatrice Ovidie, nous questionnerons l'impact de ces représentations sur notre sexualité et les pistes pour construire un imaginaire libéré du prisme patriarcal. Ce premier épisode, avec Judith Godrèche, est un choc nécessaire. Actrice qui a été révélée dès son plus jeune âge, elle a été propulsée au rang d'icône avant de devenir une figure principale du mouvement MeToo en France. Son témoignage est puissant, bouleversant et essentiel pour comprendre le silence qui a été imposé aux femmes pendant des décennies. Comment déconstruit-on l'objectification? Comment brise-t-on le cycle de la soumission au regard masculin? Et comment reprend-on le pouvoir? Bienvenue dans cette nouvelle enquête d'InPower. Bonjour Judith. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis ravie de t'accueillir. La question que je pose à tous mes invités avant de commencer, c'est qu'ils se présentent de la façon dont ils le souhaitent. C'est intéressant parce que justement la question de, se définir, c'est une manière aussi d'ancrer son identité et c'est pas quelque chose que je fais, que je pourrais faire comme ça spontanément. Enfin, en tout cas, je peux évidemment dire que je suis actrice, réalisatrice, scénariste. Ensuite, tout le reste est en cours. Est en construction. Est en construction, ouais. En déconstruction et en reconstruction. Qu'est-ce que tu dois déconstruire? Écoute, moi, en fait, j'oscille un peu dans tout. Je suis souvent en train d'abord... j'ai le sentiment que... plus on rencontre de personnes intéressantes ou de personnes qui ont une histoire qui est différente, qui est similaire, enfin, que dans les rencontres, dans les communautés, on apprend aussi des choses sur soi-même et il y a une ouverture sur le monde qui fait que forcément on se pose des questions qu'on se posait peut-être pas avant. De toute façon, je pense qu'on est tous à un moment donné de notre vie, on grandit dans un certain cadre familial, puis il nous arrive des choses qui font que c'est presque pour employer une expression presque enfantine, on sait pas mieux, quoi. On sait pas avec ce qu'on a. Voilà. Et avec ce qu'on nous apprend ou avec ce que le cadre dans lequel on évolue, on vit, ne nous laisse pas voir peut-être parfois en dehors de ce cadre. Donc dès qu'il y a des ouvertures, dès qu'il y a des mains tendues, dès qu'il y a des rencontres, il y a des rencontres qui peuvent changer la vie, qui peuvent changer moi en l'occurrence, je suis partie vivre aux États-Unis pendant 10 ans et ce départ a été constructeur et à la fois m'a déconstruite puisque en partant, j'ai tout quitté. T'avais quel âge? C'était il y a 12 ans. Et quitter les acquis, quitter une sécurité, enfin quitter la France, quoi, où je travaille depuis que j'ai 9 ans. Et donc, c'est dans cette perte presque de mes habitudes, de mon quartier, de Paris dans lequel j'ai, de mon statut aussi d'actrice, de cette sécurité professionnelle, qui m'a donné envie d'abord qui m'a donné une sorte d'énergie. Pas l'énergie du désespoir, mais l'énergie de repartir à zéro. Puis c'était pas des vacances. Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait bien que je gagne ma vie, que
que j'essaie de mettre en place des projets. Enfin, il y avait une énergie derrière et en même temps une redécouverte de cette vie que j'avais menée depuis toujours dans le milieu du cinéma depuis que j'étais petite. Et du coup, dans le fond, ce qui était assez étrange, c'est que cette notoriété que je trimballe, enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais depuis que je suis petite, en fait, elle me manquait pas du tout. Donc ça, c'était une façon aussi de découvrir un aspect. Parce qu'en fait, quand on est dans une course, j'ai le sentiment, quand on est dans ce système où il y a toujours soit le prochain rôle, les réalisateurs avec qui on a absolument envie de travailler, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la... Il y a une compétition implicite, ou en tout cas ça crée oui, une énergie qui, dans le fond, ne me correspondait pas, mais dans laquelle je finissais par m'ancrer et même par devenir un élément de ce système, quoi. C'est-à-dire, quel est mon prochain film, mais je vais pas faire des rôles comme ci, mais je vais faire des rôles comme ça, mais est-ce que je vais être invitée là, mais est-ce que je fais ci, enfin, dans ce truc de toujours vouloir appartenir, ce qui est normal, enfin, c'est comme ça, je pense, pour tout le monde, hein, dans tous les milieux. D'ailleurs, on a bien besoin d'exister, on a envie de faire des choses intéressantes, mais il y avait ce truc de l'ordre de être choisi, puisque c'est un métier que je faisais, qui était celui d'actrice, enfin, que je fais toujours d'ailleurs, oui. Mais être choisi, c'est tout un... Je sais pas comment dire. Enfin, c'est fatigant. Est-ce que tu as l'impression d'avoir choisi le monde du cinéma ou tu as l'impression que c'est le monde du cinéma qui t'a choisi? Non, moi j'ai vraiment choisi le monde du cinéma, non, mais en tout cas d'être actrice, ouais. C'est vraiment un rêve d'enfance, de toute petite enfance même. C'est vraiment les comédies musicales d'ailleurs en premier. Mais non, c'est vraiment le raconter des histoires, incarner des êtres qui ne seraient pas moi. Enfin, ça s'est formulé, bon, avec des mots d'enfant, mais très vite. Donc, c'était pas du tout un truc qui m'est tombé dessus par hasard dans la rue. On m'a pas arrêté en me disant « Vous devriez être actrice, mademoiselle ». Je voulais faire du cinéma. Je me demande en fait comment on se construit en tant que jeune femme dans un milieu où en effet les rôles qu'on incarne sont quand même très sexualisés et très objectifiés parce que c'est écrit par des hommes en grande majorité. Comment toi tu le vis et est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'à cette époque tu arrives à le rendre lucide, enfin tu arrives à le verbaliser, le conscientiser? Non, pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout. Tu suis... c'est quoi ton rapport, toi, au corps, à ta personne? C'est quoi l'estime que tu as toi-même à cette époque? De toute façon, déjà, il y a, même, je dirais, à cette époque, mais en tout cas en France, même encore maintenant, enfin... quand on est une jeune actrice, et même une actrice pas si jeune, d'ailleurs, hein, parce que l'abus de pouvoir n'est pas réservé que... Enfin, évidemment... Les jeunes actrices en sont plus impactées parce qu'elles ont moins le sentiment qu'elles peuvent encore moins dire non, etc. Mais non, moi, je me posais même pas la question de savoir. Donc, j'intériorisais ma colère. Enfin, j'avais une colère que j'exprimais un tout petit peu, par endroits. Enfin, de quoi il t'est nourri cette colère? De ne pas avoir envie de faire cette scène, de ne pas avoir envie d'enlever mon pull... Mais il n'était pas question, enfin, aucun adulte dans une équipe de tournage n'a jamais... parce qu'en fait, quand tu lis un scénario, souvent, la plupart du temps, alors, il y a quand même une scène d'amour n'est pas décrite dans tous ces... C'est pas comme un roman, par exemple. Parfois, c'est une phrase. Hein. Ils font l'amour passionnément. Est-ce que ça veut dire qu'elle a, je donne un exemple, hein, qu'elle a gardé ses vêtements, qu'elle est toute nue, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc c'est vrai qu'à partir du moment où le reste de cette description va être écrite dans la pièce
par le metteur en scène dans la mise en scène, qui est donc tu vas devoir te déshabiller, je veux que tu te mettes comme ça, tu fais ci, etc. À ce moment-là, quand on se retrouve devant toute une équipe de tournage, avec la pression du temps qui passe, de l'heure à laquelle on doit terminer, et de ne pas savoir tout simplement qu'on peut dire non. Donc en fait, à partir du moment où c'est pas un droit, que ce droit-là n'a pas été très formellement, très clairement expliqué, de telle manière qu'on ne puisse pas être considéré comme chiante. Parce qu'en fait, il y a aussi une peur de l'actrice d'être chiante. Je parle pas d'être chiante parce que tu demandes un carloge, parce que 3 fois la taille de celui de ton voisin, ou je prends des trucs de caricature pour essayer de... Non, quand je parle d'avoir peur, d'être... Ouais. Et c'est très particulier parce que je me demande à quel moment de la vie d'une femme, d'une personne, on se dit qu'il ne faut pas mettre le désordre à un endroit où le désordre serait l'équivalent de dire non ou d'exprimer un truc qui n'est pas de l'ordre d'un grand sourire et d'un petit rire forcé pour prendre sur soi. Parce qu'en fait, moi, je m'en rends compte, et même en étant adulte et vaccinée, et après avoir eu des enfants, enfin, je veux dire, avoir vécu une vie, je me suis quand même retrouvée, mais plein de fois, à des rendez-vous avec des types avec qui je devais soit travailler, soit qui pouvaient me donner de l'argent pour financer des choses, enfin voilà. Et je me rends compte que dans le fond, j'ai pris un pli qui est celui d'avoir peur de montrer que j'ai pas de la personnalité, mais un quant à moi, qu'il y a des trucs qui me font pas rire. Une opinion, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui serait dénarcissisante pour cette personne. C'est-à-dire à quel endroit cette personne qui est en face de moi, et en l'occurrence... par ailleurs, alors, dans d'autres circonstances, un réalisateur, un producteur, enfin des gens avec qui je suis amenée à travailler ou avec qui je travaille, c'est la peur d'érafler la carcasse de la voiture, enfin la carrosserie, de faire une rayure sur la carrosserie de leur voiture. C'est-à-dire de dire un truc qui tout d'un coup... La peur de déplaire. Ouais. Déplaire, c'est autre chose. Enfin, c'est pas exactement pareil. C'est pas de l'ordre de plaire, c'est de l'ordre de remettre en question un ordre qui est le leur, qui est leur structure à eux, leur construction à eux. Et à partir du moment où tu fais une égratignure sur cette carrosserie, tu ébranles leur construction psychique, leur narcissisme, leur toute-puissance, et là, tu es en danger. Donc c'est comment être, tout en essayant un maximum de rester soi-même, ou en tout cas voilà, mais comment arriver à naviguer un univers masculin dans lequel toute une équipe ne veut pas érafler la carrosserie de la voiture. Toutes les techniciennes ne veulent pas érafler la carrosserie de la voiture. Et voilà, donc en fait, dans le fond, c'est une façon de faire le dos rond, de naviguer, de slalomer, ou alors de se retrouver dans une confrontation qui fait que le risque est de se faire blacklister, quoi. Comment ton rapport au corps s'est construit dans ce milieu, dans cette objectification et sexualisation de l'actrice? Et quand est-ce que tu en as pris conscience? La découverte de cet univers-là, de mon métier en étant très jeune, mon corps d'adolescente était encore en croissance. Ouais. Donc moi, j'ai vécu ma croissance en étant agressée sexuellement. Donc, et sur un plateau de cinéma.
et en étant une adolescente qui doit se retrouver torse nu entre les mains d'un homme de 40 ans. Donc mon rapport à ce corps était très conflictuel parce que dans le fond, de la même manière que mes mots qui du coup étaient utilisés donc par ces réalisateurs de cette époque-là en tout cas, et que mon corps était en leur possession, c'est compliqué par la suite, et je ne suis pas encore en mesure même de me le formuler, mais de penser à un endroit de ta journée, de ta vie, de tes vacances, ou même de rencontres avec d'autres gens, ou de circonstances dans lesquelles tu es en maillot de bain. Enfin, je sais pas comment dire, moi j'ai toujours eu un rapport à mon corps qui était défini par les autres, mais de manière extrêmement forte. Je me suis jamais sentie associée à mon corps. Il y a eu un endroit où mon corps est parti, en tout cas, j'ai déserté mon corps, quoi. J'imagine par souci de survie. Enfin, donc en fait, j'ai jamais pu m'exprimer quoi que ce soit sur mon corps, formuler quoi que ce soit sur mon corps. J'ai toujours détesté mon corps. C'est encore le cas aujourd'hui ? Ouais. Donc tu dirais que t'as pas réussi à te le réapproprier ? Non, pas du tout. Non. Tu penses que tu pourras ? Non. Je me souviens de conversations avec des copines de l'époque où j'allais encore à l'école et tout, et en tout cas, il me semble qu'il y avait quelque chose quand même dont j'arrive encore à percevoir l'ancrage hyper fort qui était... je sais pas, je me souviens notamment d'une conversation avec une copine d'école et de sa peur. Il y avait une grosse conversation sur la virginité et sur le fait que tu étais appelée ou pas une pucelle. Enfin, t'étais... et les pucelles, c'était les ringardes, enfin, c'était les pas cool, quoi. Et je me souviens, elle était amoureuse d'un garçon, donc ils sortaient ensemble, hein, mais elle voulait pas coucher avec lui. Et ça, donc ça faisait d'elle une pucelle. Et en fait, elle n'avait aucune envie de coucher avec lui. Mais elle voulait pas qu'il l'aime plus. Donc, je me rappelle de cette conversation qu'on a eu, de ce débat qui était de savoir s'il fallait qu'elle se force à coucher avec lui, parce que sinon, elle allait le perdre. Et donc, à cet endroit-là, je me dis... Quand tu te forces, donc quand tu es sous emprise et que tu te dis pour pouvoir satisfaire, correspondre à ce qu'il attend de moi, pour ne plus être aimé, et aussi d'une certaine manière correspondre à ce que la société attend de moi, ou en tout cas la société patriarcale et dans lequel sinon on se fout de ma gueule à la récré ou en vacances... je vais assujettir mon corps à quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et à ce moment-là, quand tu es dans un lit avec un garçon et qui fait quelque chose que t'as pas envie de faire, à quel endroit est-ce que tu n'es pas en train d'être obligé de te dissocier et d'abandonner ton corps en chemin? Et alors après, à partir du moment où on a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou que ça devient... une sorte de système qu'on a appris très jeune, enfin, comment on fait pour désapprendre. Ouais, et pour croire qu'il est possible. Parce que je crois qu'en fait, et c'est là que malheureusement, la violence va vite, et la réparation, si même elle existe, ou en tout cas l'apprentissage de l'espace, de l'idée qu'il y a un espace où on peut se défendre, d'une autorisation de se défendre, prend toute une vie. La violence prend 5 minutes. Et en fait, le problème, c'est que de déraciner, d'arracher l'arbre avec des racines tellement profondes d'un système, d'un réflexe ou même d'un apprentissage de soumission à la violence,
souvent, on se soumet à la violence parce que sinon, on se dit qu'on va mourir. Hein, ou alors, on se soumet à la violence parce que sinon, on se dit qu'on n'aura plus de parents, de petits amis, de profs quand c'est lui. Enfin, quand on est face à ce qu'on pourrait croire être un choix, c'est pas un choix. Parce que la force, la terreur liée aux conséquences de la résistance fait qu'il n'y a pas de possibilité de choisir, quoi, en fait. C'est là où je pense qu'il y a tellement... Enfin, il me semble, en tout cas, je me trompe peut-être, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'impossibilité d'avoir accès au consentement, enfin, à pouvoir même se formuler dans des moments qui semblent être des moments calmes, c'est-à-dire par exemple, une agression sexuelle sans qu'on te jette sur le sol, qu'on t'arrache. La terreur, la tétanisation des capacités intellectuelles et justement, donc c'est vrai que dans le fond, moi, ce que quand je dis déconstruction, construction et tous ces mots-là, pour moi, c'est plutôt de me dire wow. Enfin, je veux dire, jusqu'à il y a 1 an, c'est pas des conversations que j'avais avec moi-même. Hein. Qu'est-ce qui a changé? Ma prise de parole. Qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu souhaites prendre la parole? Je n'ai jamais réussi à écouter mon corps. Et du coup, maintenant, c'est lui qui décide à ma place. En tout cas, le jour où j'ai pris la parole, j'ai eu une réaction physique liée à un documentaire dans lequel l'un de mes agresseurs était interviewé. Et en regardant en le regardant, enfin, en découvrant, pardon, ces propos qui tenaient sur moi, j'ai eu une réaction physique. Et là, sans même avoir à me poser toutes les questions que je me pose généralement, ou toutes les questions qui faisaient que j'ai réalisé une série pour laquelle, durant la promotion, j'ai tout contrôlé. Je voulais surtout pas qu'aucun nom ne soit donné. Enfin, justement, cette énergie-là, qui est de l'ordre de la réflexion, qui est cérébrale, qui est motivée par l'anxiété, motivée par toutes les choses qu'on veut pas dire, ce contrôle de la réalité et de ce qu'on a vécu, eh ben, c'était vraiment le pendant, le truc opposé. C'est-à-dire que là, j'ai même pas réfléchi dans le fond. J'ai dit son nom puisque c'était quasiment symbolique, puisque je venais de réaliser une série dans laquelle, pendant toute la promotion et jusqu'à la sortie de cette série, j'ai pas une seule fois voulu nommer les personnes dont je parle dans la série. Donc, il y avait quelque chose de, voilà. Enfin, et ça, c'était pas du tout calculé. Non. Comment t'as changé ta façon d'être actrice et réalisatrice depuis? Si je prends Judith à 20 ans et Judith maintenant. Non, mais heureusement pour moi, dans ma carrière, j'ai quand même eu des expériences, puis en plus, enfin, positives. J'ai tourné avec des femmes, ou avec des réalisateurs qui n'étaient pas du tout abusifs. Donc c'est vrai que j'ai quand même eu des expériences positives. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un comme Ovidie, par exemple, c'est assez extraordinaire de travailler avec elle, parce que déjà, d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas posé de questions, mais c'est assez magique. Et d'ailleurs, comme c'est assez magique, j'ai pas envie de poser de questions, parce que je regardais tout le mystère de cette magie. C'est que quand tu arrives sur son plateau, il règne un silence, un calme. Elle parle tout doucement. Et en fait, tout le monde est au diapason. C'est-à-dire que du coup, tout le monde parle tout doucement. Et ça fait pas, et ça paraît pas du tout ni artificiel ni imposé. C'est-à-dire que tu te dis pas, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un niveau de décibels à ne pas dépasser, sinon tu te fais virer. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une ambiance. Et voilà, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la délicatesse avec laquelle elle travaille, avec laquelle elle parle,
aux gens avec qui elle travaille. C'est très particulier, en fait. Et c'est vrai que moi, à travers... durant, justement, cette période, et c'est la seule chose que j'ai faite, c'était cette participation. Et j'ai tout de suite dit oui, j'étais ravie. Je trouvais ça vraiment bienvenu, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais partager à ta fille ce qui aurait pu, toi, t'aider à l'époque, à, même si c'est pas guérir ou complètement te réparer, à aller mieux, à peut-être moins t'en vouloir, moins souffrir, qu'est-ce que tu lui dirais? Et finalement, quel conseil tu aurais aimé recevoir à l'époque? J'ai écrit un livre quand j'ai quitté Benoît Jacot qui s'appelle Point de côté, et dans lequel je dis presque tout, en tout cas à demi-mot, c'est le cas de le dire. En tout cas, je dis beaucoup de choses. Et quand on me parle aujourd'hui d'Omerta, et quand je parle de l'Omerta, ou quand j'ai fait ce discours au César et tout ça, et qu'on m'a dit alors les réactions, alors ci, alors ça, et que je continue de parler de l'Omerta, et ben en fait j'en ai eu la preuve récemment, comme ça, dans mes espèces de rêveries tristes, ou de souvenirs de l'époque, de choses qui sont sorties à l'époque quand j'ai écrit ce livre. Je me souvenais de cet article qui, pour moi, était la preuve même de la raison pour laquelle, il y avait un truc très concret qui est que une des personnes de l'entourage de Benoît Jacot, quand j'ai écrit ce livre, a pris sa plume pour dégommer le livre, mais de manière absolument... pour me dégommer moi, en fait, mais exactement de la même manière qu'aujourd'hui le font des personnes qui soit sont des avocats d'agresseurs, c'est-à-dire s'en prennent à quelqu'un qui prend la parole, mais en immédiatement trouvant des arguments pour dire... et en fait, en lisant, en retrouvant ce papier, je me suis dit, waouh, quand tu as 22 ans et que tu écris un livre, mais qu'en même temps, c'est vraiment pas du tout un livre... c'est pas un témoignage, c'est pas une interview dans Mediapart de l'époque, enfin, je veux dire, c'est un livre, quoi, c'est un roman, c'est une fiction, et que tu ne nommes évidemment personne, et qu'en plus, tu as complètement... mais que malgré tout, il y a un allié qui en plus est quelqu'un qui a du pouvoir parce qu'il travaille dans la presse et qui utilise ce pouvoir-là pour écraser ta parole. Je me suis dit, c'est fou parce qu'en fait, c'est l'écrasement de la parole. Et alors justement, pour parler de se donner des conseils, mais le conseil, c'est que chaque personne, à son endroit, à son niveau, trouve le moyen, à un moment donné, d'être vue, quoi. Mais je dis ça un peu avec cynisme, parce que dans le fond, en même temps, je sais bien à quel point c'est difficile, et je sais bien aussi à quel point il y a un retour, il y a un backlash, quel que soit le milieu dans lequel... Mais voilà, c'est comment arriver à trouver une alliée, quelque part, une résonance, un écho. Comment arriver à créer le début d'une ronde, prendre la main à quelqu'un qui prendra la main à quelqu'un d'autre et prendra la main à quelqu'un. Il faut trouver cette main quelque part, cette autre main, cette autre personne. Merci Judith. Merci de ton partage, merci de ton témoignage. C'est toujours bienvenu, je trouve, d'entendre des paroles sincères. Donc merci. Merci. Merci beaucoup.